Hello les man. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, bon déjà on est avec FLCar, Fabrice ici présent. Ceux qui se plaignaient qu'on ne faisait plus rien ensemble, bah pourquoi? Parce qu'il y avait le Corona et on faisait plus d'événements extérieurs avec les voitures, donc il n'y avait plus besoin de les transporter, n'est-ce pas? Mais là ça y est, là on a bien repris le bon rythme, on se croirait en 2019, tout reprend. Donc là en un mois on a fait le Grand Prix de France, Cannes avec le Fast and Furious, on a amené des voitures à Libourne, bientôt on part à Lyon. Le planning se charge, donc Lyon normalement on sera fin septembre, logiquement à partir du 25 septembre au centre commercial The Village. Enfin, c'est même pas un centre commercial, c'est un outlet, c'est un peu plus premium, au sud de Lyon avec 20 voitures pendant 20 jours. Donc on vous donnera plus de news de ça. En attendant, on est là aujourd'hui pour parler de Fast and Furious 9 qu'on a vu hier soir. Aujourd'hui la vidéo on la tourne le 13 juillet. On a vu hier l'avant-première à Cannes, donc le 12. Qu'est-ce qu'on en a à dire de ce film? Beaucoup. Peut-être. Beaucoup Pas trop. assez. Je sais pas. Alors, on fait côté spoiler ou Ouais, pas on commence sans spoiler et puis on dira à quel moment les spoilers commencent pour que vous puissiez arrêter. Mais bon, sachant que la bande-annonce a spoilé déjà 99% du film. Ben, c'est ça en fait. Alors, commençons par le commencement. Est-ce qu'on a passé un bon moment? Oui, quand même. Globalement, c'était bien. Franchement. Enfin, c'était bien. C'est un Fast and Furious. On sait ce que c'est qu'un Fast and Furious aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est plus un film de course de rue, de voiture. C'est un film d'action où il faut un peu débrancher le cerveau et se dire vas-y, mets-moi plein la vue. Ça commence très fort dès le début du film. Bon, il y a des choses qu'on vous dira plus tard. Mais pour ce que vous avez pu voir dans la bande-annonce, la scène évidemment avec la Dodge qui s'accroche tel Tarzan à une liane et qui traverse un précipice d'à peu près 1 km de large. On l'a tous vu, donc voilà, on n'était pas surpris de voir la scène parce qu'on l'avait déjà vu, mais sur grand écran avec le son qui pète, tout le début du film c'est un truc complètement... faut pas être épileptique quoi, parce que ça n'arrête pas une seconde, ils se font pourchasser, ça pète de partout, c'est un niveau rarement vu quand même dans Fast and Furious, même dans le 8 ils n'étaient pas arrivés jusqu'à ce niveau là, donc en gros la scène d'intro du 9 elle est déjà au niveau de la scène finale du 8 quoi. Le truc c'est pour poser le niveau du film. On a Justin Lin qui est de retour à la réalisation. Donc, Justin Lin qui avait laissé les rênes après le 7. Le 8 c'était F. Gary Gray, je crois qu'il avait réalisé. Justin Lin reprend son bébé de Fast and Furious qu'il adore. On a, pour ceux qui ont vu la bande-annonce, encore une fois le retour de Anne. Ça on en parlera après aussi dans la partie spoiler. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup à dire. Mais voilà, globalement, c'est un film qui est fidèle c'est fidèle à Fast and Furious 8 dans le découpage du film et la manière dont ça se passe. Ça revient plus sur l'histoire de Toretto. Tu disais le film aurait pu s'appeler juste Toretto en fait. C'est ça, c'est ça. Ils ont voulu mettre du background dans le film histoire qu'on redécouvre un peu quand même les personnages et qu'on découvre des choses qu'on ne savait pas parce que ils les ont inventées là. C'est pour Notamment avec l'introduction de l'acteur Senna. Avec John Cena qui est donc le frère de Vin Diesel dans le film, le frère de Dominique Toretto, et lui c'est Jacob Toretto. Donc Vin Diesel qui est si attaché à la famille, mais on n'a pas entendu parler de son frère pendant 20 ans. 21. Mais en même temps, ils expliquent pourquoi dans le film. Est-ce qu'on adhère ou pas, ça c'est un autre problème. Voilà, il y a des belles bagnoles, il y a des scènes très drôles. Franchement, ouais, l'humour, ils ont beaucoup axé sur l'humour. Hier, j'avais l'impression d'être aux États-Unis parce que le public réagissait. J'ai jamais vu un public en France réagir comme ça. C'est-à-dire que les gens se marraient vraiment fort. Et surtout, les gens applaudissaient quand il y avait des scènes d'action incroyables. Ça, je l'ai jamais vu. C'est-à-dire que les gens se disent ouais, c'est tellement gros que quand même, vas-y, on applaudit parce que c'est n'importe quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a la off-road Charger de Fast and Furious 7 qu'on tire parce que pourquoi on était là-bas, nous, c'est parce que Universal nous avait loué 2 voitures de Fast and Furious. Alors pourquoi pas la Dodge normale entre guillemets de Dom avec le compresseur? C'est parce que il fallait que les voitures puissent aller sur le sable, sur la plage. Ils m'ont demandé est-ce que tu as des voitures qui roulent sur le sable? J'ai dit s'il y en a qui roulent sur le sable, ça serait plutôt la Off-Road Charger et la Fast Attack de Jason Statham. On les a jamais testées. On n'a pas trop filmé, mais ça s'est légèrement enlisé. Il y a eu 2-3 petits couacs. Si, ça a été filmé et vous n'aurez qu'à vous abonner à ma chaîne. Transporter ma voiture. Vous irez voir la vidéo sur Transporter ma voiture, la chaîne de Fabrice qui mine de rien commence à bien pousser. Ouais, et vous voyez toute la logistique de Fabrice parce que les gens se posent beaucoup la question comment ça se passe les transports de voitures intercontinentaux à travers l'Europe. Ça se passe plutôt bien, surtout quand on est belge.
Donc voilà, on va partir dans la partie spoiler, parce qu'il y a tellement de détails dont j'ai envie de parler qu'on est obligé d'aller là. Donc voilà, si vous voulez voir le film et ne pas avoir de spoiler, quittez cette vidéo maintenant. Si vous voulez voir le film et que vous en foutez d'être spoilé, bah restez. Alors, bon vas-y tiens, parle un peu de qu'est-ce qui... Alors si vous cherchez après un transporteur, vous m'appelez, il y a un email, flcartransport.fr, ça c'est le site internet. Mon adresse mail c'est flcartransport@gmail.com. C'est ça. Oui, il va couper au montage. Non, en vrai, c'est pas vrai. Non, sérieux. Non. Je vous mets son lien en description en dessous si vous avez le courage de regarder. Puis sinon, si j'ai moi le courage. Puis moi, niveau improvisation, c'est pas vraiment ça. Bon, prenons le film depuis le début parce que je l'ai bien en tête. Le film commence. Donc là, on est dans les spoilers. Hein. Vous avez encore une chance de partir. Le film, l'introduction, très fort, commence sur. On est en 1989 et on va voir la scène de la mort du père de Dom, c'est-à-dire qu'on commence sur une course de NASCAR dans les fins des années 80. Dom est jeune, c'est un autre acteur, c'est pas Vin Diesel qui était rajeuni, ils ont clairement pris d'autres acteurs pour jouer les rôles. Et donc on découvre le père de Dom qui va faire la course et se faire sortir de la piste par le gars que Dom massacre à la clé à molette, ce qui nous explique dans le premier Fast and Furious, qui explique pourquoi il a été en tôle, etc. Et là on voit tout ça, c'est hyper bien tourné. Dennis McCarthy, le créateur des voitures de Fast and Furious, s'est bien fait plaisir parce qu'on voit bien qu'ils ont fait eux-mêmes les voitures de NASCAR, parce qu'il y a toutes les bouts de tôle en alu qu'on connaît bien, c'est toujours les mêmes morceaux, c'est les mêmes sièges d'ailleurs que ce que j'ai dans le Fast Attack. Donc voilà, les voitures sont très très cool. La scène est impressionnante parce qu'au moment où la bagnole se retourne et elle part taper dans le grillage qui sépare les spectateurs de la piste, la bagnole prend feu. Là c'est un peu de l'image de synthèse, par contre quand elle s'écrase et qu'elle brûle, là tu vois que c'est des vrais flammes. Genre ils ont vraiment mis le feu au truc et c'est hyper brutal. Tu pourrais te dire ouais bon, une voiture qui prend feu on l'a vu 1000 fois. Non, c'est vraiment impressionnant. Moi limite c'est la scène qui m'a le plus impressionné de tout le film, avec la Pontiac Fiero dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà, scène d'intro fondatrice. Pourquoi Dom est vénère, voilà. Et on découvre le frère de Dom dans cette scène. C'est-à-dire qu'ils te disent pas au début que c'est son frère, mais bon, comme tu as vu la bande-annonce, on se doute que c'est lui. Voilà, et là on passe sur 30 ans plus tard, tu vois Dom en train de vivre paisiblement à la campagne avec Letty et son fils Brian, né de l'union avec la nana qui s'est pris une balle dans la tête dans le vide, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Et moi je pensais que Letty allait devenir la maman de l'enfant, mais en fait non. Ils expliquent quand même que sa maman du garçon est au ciel et veille sur lui, donc voilà, elle ne prend pas la rôle, elle a le rôle de mère sans être sa mère. Donc suite à ça, parce qu'il faut bien trouver un prétexte au film, et c'est là que déjà ça commence à me saouler, c'est qu'à chaque fois c'est tiré par les cheveux, quoi. C'est-à-dire que tous les films c'est genre ah bah il pourrait vivre heureux, mais non, parce que t'as un super méchant de ouf qui sort de derrière les fagots. Et du coup, il va falloir aller faire une mission incroyable que n'importe quelle unité spéciale serait le plus à même de mener. Mais non, on va aller chercher ces gars-là parce qu'ils ont le crâne rasé et qu'ils conduisent vite. Voilà. Donc arrive Tyrese, Ludacris et je sais plus comment elle s'appelle l'autre, celle qui est devenue la geek du service. Je sais même plus le dire. Pour vous dire à quel point on connaît bien le film. Donc celle qui est arrivée dans le 7, ça fait depuis le 7 qu'elle est là. Très mignonne avec l'accent anglais. Bref, dites-nous le nom dans les commentaires parce que je l'ai oublié. Mais elle est cool. Elle a un nom de mec. Et donc voilà, donc ils arrivent pour dire à Dom que regarde, on a reçu une transmission sur un iPad de Monsieur Nobody, Monsieur Personne, qui est joué par Kurt Russell, qu'on avait vu dans le 7 et dans le 8. Kurt Russell est dans un avion qui est en train de s'écraser. Il explique que un agent renégat m'a chopé. Alors ce qui est ouf, c'est que quand t'envoies un message crypté qu'ils ont envoyé apparemment uniquement à Dom et son équipe, c'est-à-dire que personne d'autre n'a reçu le message, il était pour eux. À quel moment t'es en train de mourir dans un avion qui se crache et tu fais « Un agent renégat m'a chopé !» Bah non, tu dis le nom du mec en fait, tu dis ce gars-là il est en train de me tuer, mais c'est juste pour garder les 20 secondes de suspense avant qu'ils te disent « Ah ouais mais c'est mon frère ». Mais normalement, il aurait dû dire ton frère est en train de me buter, Jacob, c'était un agent pour nous. Mais non, il préfère dire un agent renégat. Ok. Bon, c'est une des 1000 incohérences du film. Mais à un moment donné, en fait, je pense que c'est assumé. Donc, clairement assumé. Ils partent sur le lieu du crash de l'avion.
parce qu'il explique qu'il y a un truc qu'il faut qu'ils chopent avant les autres méchants, parce qu'en gros, ils ont craché l'avion pour un truc bien particulier. Et là, ils arrivent dans la jungle, ça fait un peu comme dans la séquence du 7 où ils se parachutent et qu'ils arrivent avec leur voiture tout-terrain, parce que là, ils commencent direct avec des véhicules tout-terrain. Tyrese est dans une espèce de blindé chelou, Dom dans une chargeur White Body L4 Red Eye, la dernière de chez Dodge qui est magnifique. Letty à moto, elle a envie de mourir visiblement, parce que vu les cascades et comment ils s'en prennent plein la gueule, qu'est-ce que tu fous en moto, meuf? Évidemment, Tej, il est en Jeep depuis Fast and Furious 7, c'est devenu Jeep, c'est Tej, voilà, globalement. Et ça reste chez Dodge, FCA et maintenant Peugeot, puisque c'est le groupe Stellantis qui possède tout ce petit monde. Donc ils se baladent dans la jungle. Je suis en train de me dire qu'au final, je suis tellement en train de refaire le film minute par minute que cette vidéo va durer 2 heures. C'est ça. Ils font, voilà, bref, ils disent oui, alors l'avion, enfin la zone du crash est gardée par l'armée locale du pays en question qui s'appelle je ne sais plus comment ils ont inventé un nom chelou, Monte Quinto. Je ne pense pas que ce soit un vrai pays. Et ils disent voilà, il y a des patrouilles et tout, faut qu'on aille à l'avion entre 2 patrouilles. Ils y vont, ils cherchent leur truc, ils trouvent ce qu'ils ont à trouver, qui est un MacGuffin plus haut du MacGuffin, c'est-à-dire que le MacGuffin c'est quoi? C'est un objet prétexte. C'est-à-dire que quand dans un film le scénario n'est pas très inspiré, ils vont te dire voilà, on cherche Indiana Jones, le MacGuffin c'est le Graal ou l'Arche d'Alliance ou la poupée vaudou, enfin la poupée les pierres dans le deuxième. Le MacGuffin c'est l'objet qui est le prétexte à faire un peu tout le film. Donc là le MacGuffin c'est un objet qui permet de prendre le contrôle sur la Terre entière, c'est-à-dire que le truc c'est 2 pièces d'une espèce de sphère assez moche, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas fait chier sur le design du truc, c'est un ballon quoi, globalement. Quand il est assemblé et que tu le déclenches, tu prends le contrôle de tout ce qui est binaire sur la planète, donc tu prends le contrôle de tous les ordi, de tout. C'est une version encore plus vénère de l'œil de Dieu qu'ils avaient dans le 7ème, en gros, tout bêtement. Donc encore un scénario qui se foule pas trop quand même, globalement. C'est ça. Donc ils le trouvent en 2 secondes, ils disent ah bah regarde, les mecs ont craché l'avion pour essayer de le choper. C'est dans une boîte un peu où il faut des codes pour ouvrir la boîte. Les mecs ont craché l'avion, ils ont essayé de l'ouvrir, ils n'ont pas réussi. Et là, t'as la meuf qui arrive et qui fait ça en 2 secondes 30, qui dit hop, voilà, j'ai ouvert la boîte, l'objet est là. Sur ce, la milice, les militaires arrivent sur place. Surprise, on s'y attendait pas. On est à un péage. Commence à tirer sur tout ce petit monde. Et là, j'ai envie de dire, bon, ils n'allaient pas se rendre, ils n'allaient pas dire oh non, non. Mais ces militaires-là, c'est pas des méchants, c'est juste des mecs du pays en question qui gardent une zone qu'on leur a dit de garder. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Et ils commencent, l'équipe de Dom, à dézinguer les militaires comme jamais on a vu dans Fast and Furious. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui m'a vraiment choqué, où Tyrese se retrouve tout seul dans une espèce de temple maya, là. Ouais, dans un trou. Et il tombe sur un soldat, donc la Kalachnikov du soldat est par terre. Il y a 20 soldats qui arrivent de partout, et là Tyrese prend la mitraillette et défonce tous les autres gars qui lui tirent dessus. Donc en plus le gars est invincible, mais ça c'est une blague qui va ramener plus tard. Ouais. Mais donc Tyrese tue mais genre 10 mecs en 20 secondes. Mais genre il les tue. Genre, à la Rambo quoi. C'est très rare dans Fast and Furious qu'il y ait des morts par balle. De par les héros, tu vois, il y en a un petit peu dans le 7 quand ils se tirent dedans, mais c'est dans le noir, tu vois pas trop. Là, c'est Tyrese tout seul qui plombe de plomb, qui truffe de plomb une dizaine de soldats qui n'ont rien demandé, si ce n'est qu'on leur a dit garde la zone, quoi. Donc je suis assez choqué quand même par cet aspect-là, parce que c'est pas des méchants les gars qui tuent, c'est juste des gars qui font leur boulot, quoi. Et là, donc ils s'enfuient, ils se font poursuivre par une armée de jeeps et de trucs de ces mecs-là, toujours de l'armée. Ils traversent un champ de mines, donc tu as encore des soldats qui meurent par dizaines en se prenant des mines dans la gueule, que nos héros évidemment évitent avec maestria, avec brio. Après il y a une scène où Tyrese est à 2 doigts de mourir et finalement il meurt pas, et c'est très très drôle, c'est très bien amené, où il sort comme ça du truc, tout le monde le regarde en mode comment t'es pas mort, et là genre il arrive même plus à parler, il fait... Un peu comme Indiana Jones dans la dernière croisade, quand il arrive à ne pas mourir quand le tank tombe dans le trou et qu'ils regardent tous en mode ils pensent qu'il est mort. Mais oui, c'est inspiré de ça. Il y a plein de références au cinéma dans ce film, je vais essayer de me souvenir de toutes parce qu'il y en a quelques-unes qui commencent à m'échapper. Mais là, clairement, je viens de percuter que c'est un truc à la Indiana Jones.
Parce que oui, c'est ça, quand t'as Sean Connery et les autres qui le regardent genre oh il est mort et que lui il sort par derrière et qu'il arrive comme ça en mode ah ouais, il arrive même pas à parler, et bah Tyrese t'as exactement le même ressort comique. C'est vraiment ça, où il est à deux doigts de se faire écraser par son propre tank. Voilà, donc une belle petite référence mine de rien, et la scène est à mourir de rire, et d'ailleurs faut le dire, Tyrese est clairement devenu pour moi le personnage principal. Dans ce film-là. Dom il est... Vin Diesel, en fait, c'est devenu, plein de gens disent, il est devenu sa propre caricature, c'est-à-dire que bah, il a trois émotions et encore deux. Il peut faire soit ça. Voilà, les deux émotions de Dom et dire la famille. Ou le profil. Ah oui, et la tête quand il regarde quelqu'un d'autre qui roule à côté de lui. Ouais. Comme ça. Voilà. Mais donc, ouais, Vin Diesel. En fait, je suis pas du tout. Quand tu regardes le film, t'es pas attaché à Vin Diesel. Mais je sais pas, moi, ce film-là me dérange un petit peu dans le sens où ça s'éloigne vraiment de la saga. Déjà, les autres épisodes, mais là, ils ont encore pris un autre virage, déjà avec tous les flashbacks. Moi, franchement, ils auraient dû appeler ça Fast and Furious Toretto. Toretto Story. Ouais, enfin, je sais pas. Ouais. Donc, parce que, ouais, pour conclure, la jungle, il s'en sort, mais à un moment donné, Letty qui est sur sa moto perd le MacGuffin, et d'ailleurs c'est sûrement l'unique raison pour laquelle ils l'ont foutu sur une moto, pour qu'elle puisse le perdre, le truc. Et là, t'as une espèce de Ford Shelby préparé de ouf, une Mustang qui débarque, la porte qui s'ouvre, et John Cena qui ramasse le MacGuffin, et là les deux se regardent genre toi tu es là, et donc Dom reconnaît son frère évidemment qu'il n'a pas vu depuis 30 piges, et une course-poursuite s'ensuit, avec l'armée traditionnelle de gens qui meurent alors qu'ils n'ont rien demandé, et une armée de John Cena qui là c'est des méchants, tu peux les tuer, ça c'est bon. Ça se termine par ce que vous avez vu, donc avec John Cena qui se jette dans le vide avec la bagnole, l'avion aimant qui chope John Cena au passage, Dom qui prend la corde et qui fait Tarzan en bagnole, et juste avant ça, avant que le pont s'écroule, t'as Tej et ses potes qui sont dans la Jeep et qui prennent le pont pendant qu'il est en train de s'écrouler et qui arrivent quand même à remonter le pont par la force de la gravité de Fast and Furious. Tonnerre d'applaudissements. Bravo. Mais ça c'était drôle, limite c'était plus drôle ça, parce que tu crois que le pont est tombé et là tu vois le Jeep qui ressort. Moi j'aimerais bien venir, c'est un petit peu sur John Cena. Alors je sais pas si tu vas faire des coupages ou quoi caisse dans le montage, mais pour moi il a rien à faire dans le film parce qu'il donne aucune émotion non plus. En plus. Déjà Vin Diesel, comme tu dis, il a 2-3 émotions et c'est fini. John Cena il en a une. Mais lui, clairement là dans ce film là, The Rock il me manque. Ouais. Vraiment. Ouais. Surtout pour la fin. Statham il était drôle aussi, Statham. Ouais. Bon, en tout cas, The Rock et Vin Diesel, on sait qu'on les verra plus, ça c'est sûr, ensemble en tout cas. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura peut-être des suites à Hobbs & Shaw, ça a marché, même si c'était aussi une vaste blague et que ça a de Fast and Furious que le nom. C'est ça, en fait, ça n'a plus rien à voir. On revoit la mère de Jason Statham, Helen Mirren, qui joue sa mère un peu plus tard. Je m'attendais à une scène de ouf, c'était pas si ouf que ça. C'est une McLaren qui chope? Non, c'est une Nob. Ouais, je savais pas que c'était une pilote. Hein. Ouais. Mais pareil, on voit bien que c'est pas elle qui conduit. Enfin bon, oui, ça c'est un autre problème. Donc voilà, donc du coup on arrive à la fin du truc, ils n'ont pas récupéré le MacGuffin, et là tu sors sur d'autres flashbacks où tu vois donc Dom qui est parti en prison pendant, je sais pas, peut-être c'était 3 ans, c'était pas 3 ans, ouais, peut-être c'était 3 ans, dans le premier du moins. Je dirais 3 ans. Voilà, de famille. Et donc il sort de tôle, et en fait il apprend, je sais pas comment, que c'est son frère qui a tué son père parce qu'il a bidouillé le moteur de la bagnole. C'est Cena qui lui explique. Non, puisque Dom. Alors, si on revient dans le. Dom, dans le flashback, il dit t'as tué notre père. Oui. Donc c'est qu'il le savait déjà à l'époque. Parce qu'il a rencontré les deux Mexicains là qui sont tout le temps au début avec eux. Voilà, là. Oui, en prison, il dit prison. Oui, quand tu fais une prise d'air sur le moteur, ça prend feu. Voilà, c'est ça. J'ai pas compris le délire non plus. Enfin, dans leur explication, il comprend que la dernière personne qui a touché le moteur de la voiture de son père était son frère. Ouais. Oui, parce que le père disait qu'il y avait des ratés dans le moteur. Voilà. Et puis c'est son frère qui s'en a occupé de la réparation. Son frère a touché à faire un truc et du coup il se dit il a saboté la bagnole, c'est de sa faute, c'est un connard. Voilà. Donc Dom sort de prison, il arrive sur une espèce de course de rue où on voit, sans qu'ils le disent, mais on voit une version jeune de toute la bande. Il y a Léon, il y a Letty jeune, il y a tout le monde en mode genou qui regarde Dom arriver. Et le frère de Dom, il sort de la bagnole, il vient de gagner une course et il fait le même geste que Dom, genre avec les bras écartés comme ça. Ils ont la même chaîne avec la croix, c'est ridicule quand tu les vois tous les deux l'un à côté de l'autre, t'as l'impression que c'est des mini-mois les mecs.
c'est un peu, ouais, bref, c'est vraiment, ils appuient trop sur les traits en mode regarde, il a la croix donc c'est un Toretto. Donc Dom arrive et lui dit vas-y on fait une course, si je gagne tu te dégages, on ne veut plus jamais voir ta sale gueule. Et évidemment il gagne après une course qui devrait être un truc stylé, en plus il y a de la musique de Prodigy dessus et tout, tu te dis on va enfin voir une course de rue comme à l'époque. Mais bah non. Et bah pas du tout, la course elle est nulle, tout se passe quasiment au ralenti. T'as pas de plan de ouf, genre bord de roue, t'as aucune sensation comme dans de les vitesse. premiers, au fait, comme dans les premiers, même ne fût-ce que pour cette course-là. Moi je pensais qu'ils allaient faire un truc comme dans les premiers. Comme dans les premiers. On te rappelle, déjà les deux bagnoles sont ignobles. Mais oui. Alors oui, c'est la fin des années 80, enfin début des années 90, donc tu peux te dire ok, il y avait que des caisses ignobles, mais non, ils auraient pu leur trouver des voitures stylées. Donc t'en as un qui est dans une Ford Mustang Fox Body, qui est la plus moche qui ait jamais existé, même si c'est en train de remonter en cote auprès des Américains, parce que les mecs les aimaient bien quand ils étaient jeunes apparemment. Et Dom, il a la pire chargeur de tous les temps. Il lui claque une chargeur des années 70, mais genre 73-74, qui a encore un peu un avant de chargeur qu'on connaît avec 4 phares, mais 4 phares ronds, et qui a un arrière, mon gars, on dirait une voiture des années 50. Enfin, cette scène est nulle, alors que ça aurait pu être un truc de ouf en mode ah, enfin une vraie course de rue. Non, pas du tout. Il y a du noce à la fin, mais tout se passe tellement au ralenti que là, je sais pas, ça marche pas. Mais en tout cas, évidemment, Dom gagne, donc son frère continue de rouler, se barre, on n'entend plus parler, et donc son frère, pendant toutes ces années, il sait pas où il est, mais le mec est devenu un agent secret de ouf, incroyable, qui travaillait avec Monsieur Nobody, et donc c'est lui, l'agent renégat. Donc voilà, donc Dom découvre que son frère, en gros, travaille pour une espèce d'oligarque russe, dont le père est un tyran dictateur. Les traits sont beaucoup trop appuyés, le méchant, donc le fils du dictateur là, qui donne l'argent au frère de Dom pour faire ses recherches et compagnie, il est ridicule. Il y a une scène où Dom arrive au château du mec et t'as 150 meufs qui dansent comme ça autour de bagnoles, pas un mec, que des meufs. Et là t'as le russe qui arrive, et enfin je dis que c'est un russe, mais en vrai c'est peut-être pas un russe, mais bon, on va dire qu'il est russe, et qui dit ouais, tu vois, ça c'est une soirée comme tu les aimes, des meufs partout, des grosses bagnoles, d'ailleurs tu me dis t'en veux une, t'en veux deux, t'en veux trois, de toute façon elles travaillent pour moi, elles sont payées. Et là tu te dis, avec le hashtag MeToo et tout ce qui se passe depuis quelques années, genre, même si tu veux montrer que c'est un méchant, ça fait vraiment quand même bas étage, en mode on traite la femme comme un objet, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que même si c'est un méchant, ils auraient pu travailler le truc différemment. J'ai oublié de vous dire, au milieu de tout ça, que Charlize Theron, qui est la méchante du 8, elle est pas morte. Elle était dans l'avion de Monsieur Nobody qui s'est craché, et ils l'ont extraite avant qu'il se crache, et donc ils la tiennent prisonnière, John Cena et le méchant, pour qu'elle les aide à trouver l'autre morceau du MacGuffin qui manque, puisqu'il en manque la moitié. En 10 secondes, avec un vieil IBM 80 des années 70, elle arrive à localiser le truc alors qu'elle n'a pas accès à Internet. C'est pas... voilà. Donc ils partent en Angleterre, parce que le truc est à Édimbourg. Donc tout ça part en Angleterre pendant un moment, ça sert pas à grand chose. Il y a une scène assez cool où à Ramsey, voilà, j'ai retrouvé le nom de la fille, qui est avec Dom et compagnie, où Ramsey apprend à conduire un camion, et il y a un énorme aimant dans le camion, et donc le jeu de l'aimant commence, et c'est un peu le truc qui est dans tout le film, il y a des trucs avec des aimants. Voilà. C'est Fast and Furious 9, A Story About Aimant. Voilà. Donc cette scène est quand même assez rigolote, parce qu'avec l'aimant, il chope des flingues, il les repousse, machin, et à la fin il chope la bagnole de John Cena qui roule à une rue de là, on le voit dans l'abondance mais sans comprendre ce qui se passe. Donc c'est John Cena qui est dans une BRZ, Subaru BRZ, et là il déclenche l'écran et il se retrouve dans la bagnole, donc prisonnier de Dom et de sa bande. Puis finalement les gros méchants viennent le sauver et donc pètent la gueule à Dom et à sa bande. Je sais même plus où on en est à ce moment là dans le film, mais c'est le moment où ils se disent tout est perdu, c'est terrible. Pendant ce temps là t'avais Mia et Letty qui étaient partis au Japon pour chercher qu'est-ce que Anne avait bien pu leur cacher, parce que Dom s'est souvenu au bout de 6 ans que Anne lui avait envoyé un courrier le jour où il est mort, et qu'il y a marqué Tokyo sur le timbre. Mais ça, dans Fast and Furious 7, il le savait déjà qu'il était à Tokyo. En quoi c'est devenu une surprise? Donc il envoie Letty et Mia à Tokyo en mode il faut retrouver Anne, et elles sont en mode il faut retrouver l'appartement. Oui, non, l'appartement, enfin non, faut retrouver la trace de Anne, qu'est-ce qu'il faisait, parce qu'ils cherchent, ils ont juste une info comme quoi, en gros, le MacGuffin, il y a 2 pièces, c'est complètement confus ce que je dis, mais le film est confus. Le MacGuffin, il y a 2 pièces et une clé, et la clé, Anne avait un rapport avec la clé. Voilà. Oui, voilà. On ne sait pas comment, mais ils expliquent juste qu'il y avait un rapport entre Anne et la clé. Donc à un moment, ils disent, j'ai retenu ça, c'était ridicule, ils disent, eh ben, sors-nous tous les dossiers sur Anne.
Ok. Donc ils sont dans un endroit secret qui a été abandonné depuis 40 ans, mais il y a des dossiers secrets sur Anne dedans. Et donc ils partent à Tokyo. Et à un moment, les meufs sont clairement en train de bouffer une espèce de truc de paille. Ils sont en train de manger. De pâte de riz, voilà. Et je sais pas pourquoi j'explique ça. Ils mangent. Voilà. Mais bon, c'était marrant. Et ils mangent vraiment en mode regardez, on mange local. Ils lèvent les yeux. Un ramen, voilà. Ils lèvent les yeux. Ils mangent un ramen. Et elles sont là, genre on ne trouvera jamais rien. C'est de chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais, bon, de toute façon, c'est nul, c'est nul, on trouve rien. Vraiment, pendant genre 2 minutes, elles se plaignent qu'elles trouvent rien. Et là, elles lèvent les yeux. Et elle voit un drapeau mexicain à travers une fenêtre de l'immeuble qui est juste devant elle. Et là, elle se souviennent que la carte postale envoyée de Tokyo, il y avait marqué le Mexique dessus. Et il avait dit le Mexique, c'est un peu le paradis, moi je sais pas quoi. Ouais. Et là, elle voit un drapeau mexicain, comme s'il n'y en avait que un à Tokyo. Et elles font, mais c'est là. Et là, elles montent et c'est l'appart de Anne. Donc dans tout Tokyo, les meufs, en se plaignant, ont bouffé devant l'appart de Anne et en voyant un drapeau qui n'a rien à foutre là, se disent, c'est là. Et c'était effectivement là. Et là, elle tombe sur une meuf qui en fait était donc la protégée de Anne. On n'avait jamais entendu parler de cette histoire puisque Anne était censée être morte. Et Anne les sauve, il y a une baston et tout, et là, ça vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a 2 coups de fusil, sniper, papa, mais c'est Anne qui était là. Donc elle ramène Anne avec elle, Dom et tout le monde le prennent dans ses bras en mode putain mec t'es pas mort, c'est génial. Mais explique-nous comment t'es pas mort. Et alors là, l'explication mon gars, l'explication c'est que Monsieur Nobody a fait un tour de magie. Non mais... Bah donc, si, c'est ça. Oui, alors... Mais... Attends, laisse-moi arriver au truc. Donc Gisèle est morte dans le 6. Ouais, c'est ça, à la fin du 6. Dans l'avion, là, elle se fait... elle disparaît. Vous allez voir qu'elle reviendra dans le 10. Je le sens gros comme une maison. S'il n'y a pas de Wonder Woman qui se tourne en même temps, elle va revenir. C'est possible. Et donc, Anne est partie à Tokyo. Il explique, là ça tient un peu la route, il dit ouais, même si Gisèle n'était pas là, je suis quand même allé à Tokyo parce qu'on avait dit qu'on irait. Et il dit sans que je m'en rende compte, du jour au lendemain, c'est devenu chez moi. Donc là on imagine qu'il parle de la période où il est devenu genre posé, installé à Tokyo, comme on le trouve quand Sean arrive dans le 3, où Anne il a son garage, il fait ses trucs et tout. Donc, sachant qu'il y a 6 ans entre Fast and Furious 7 où il meurt. Non, c'est pas le 7, c'est le 6. Non, mais, ah oui, oui. Si, il meurt dans le 7. Ils ont gardé la timeline, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 6 ans entre le moment où il meurt et aujourd'hui, 2015-2021. Sauf qu'on ne sait pas combien il y a eu d'années entre le 6 et le 7. C'est-à-dire que le 6, Anne se barre et se pose au Japon. Et le 7, il y a quoi? Il y a peut-être 2-3 ans entre les deux. Donc c'est-à-dire que Anne s'est installé 3 ans au Japon. Avec tout l'argent qu'il avait, il a fait son garage. Et donc voilà, donc Monsieur Nobody va choper Anne en mode Gisèle était une de mes meilleures agents. Donc elle avait confiance en toi, donc je te fais confiance, je veux que tu travailles avec moi. Sachant que ça, c'est avant qu'on découvre Monsieur Nobody dans le 7. Parce qu'on le découvre après la mort de Anne. Et donc, en gros, pour travailler pour lui, faut qu'il n'existe plus. Et ils disent on a profité du fait que Deckard Shaw, donc Jason Statham, soit là pour te faire disparaître. Et on a fait un tour de magie où quand la bagnole se retourne et qu'il est en train de mourir et que la bagnole explose, et en fait il disparaît juste avant que la bagnole explose. Et ils ont tourné un plan où tu vois toute la voiture avec personne dedans. Et la bagnole explose et tu les vois qui sont à un coin de rue de là, cachés derrière un mur en mode... Et Anne qui dit joli tour de magie, et là le mec qui lui dit ouais non, le vrai tour de magie ça va être de te garder mort. Donc tout ça pour bosser pour Monsieur Nobody alors qu'il le connaît pas vraiment, c'est pas vraiment son pote. Et il n'a pas trop de raison non plus de l'écouter. Anne, il renie sa famille, il fait semblant de mourir lors d'un truc qui n'était pas prévisible. C'est-à-dire comment ils ont prévu de le faire disparaître, sachant qu'à la base, t'as Tokyo Drift, il a l'accident, il explose pendant qu'ils sont en train de se courser entre le gros méchant Caïd, Sean et lui. Après, dans Fast and Furious 7, on t'explique que bah non, il n'était pas mort dans sa bagnole, que c'est Shaw, donc Jason Statham, qui est venu foutre le feu à sa bagnole et qui l'a fait exploser. Là tu te dis oulala, Jason Statham très méchant. Et là ils sont en train de t'expliquer que bah là en fait ils savaient que Jason Statham était là. Ouais. Donc ils ont profité de se dire il va essayer de le tuer. Ok, il va essayer de le tuer mais peut-être chez lui avec un flingue, un silencieux. Comment tu veux deviner que Jason Statham va le terminer au moment où il a un accident? C'est illogique. Donc ça ne tient pas du tout debout, mais
c'est le postulat, c'est genre ouais bah voilà. Et à la toute fin du film, je sais plus qui redemande comment t'es pas mort. Et si c'est parce que Sean est là dans le film, il a un tout petit rôle, mais Sean du 3e est présent dans ce film-là. Et il revoit Anne à la toute fin du film et il lui dit mais comment t'es pas mort? Et t'as Anne qui dit ouais, trop long à expliquer, tu sais quoi, vas-y, sinon on va pas profiter de notre barbecue. Mais c'est un peu comme nous, si on réfléchit, on va pas profiter du film. Donc en gros, ils sont en mode, ouais, c'est bon, on a expliqué, maintenant, arrête d'y penser, c'est comme ça. On part du principe que je suis pas mort et c'est tout. Voilà, donc Anne n'est pas mort, c'est pas très bien expliqué. Et donc Anne, dans une mission que lui donne Monsieur Nobody, doit retrouver le MacGuffin en question, le sécuriser. Et la clé du MacGuffin, c'est pas une clé, c'est la gamine, parce que donc les parents sont morts. Au moment où Anne va pour sécuriser le MacGuffin, les parents se font tuer par une autre équipe qui essaye au même moment de choper le truc. Et donc Anne récupère la fille qui est devenue orpheline instantanément, sans savoir que c'est elle la clé. Et donc Anne et elle, ils étaient au Japon bien tranquilles. Et là, ils rejoignent Dom pour se faire tomber dessus instantanément par le frère de Dom qui dit « Ah bah merci, j'avais pas la clé ». Il savait pas non plus que c'était la clé, mais il était emprisonné et il entendait tout ce que les autres disaient. Il dit « Ah bah, hey, merci, tu viens de m'amener la clé et de me dire que c'était la clé ». Alors là, le scénariste, il se foule pas, mais il s'est fait chier quand même à réussir à retomber sur ses pattes à ce moment-là, de la manière la plus fainéante possible, mais ça marche dans l'histoire, même si vraiment, en vrai, c'est pourri. Donc voilà, donc du coup, là c'est le moment où ils sont là, genre il n'y a rien qui va. Les mecs avec le MacGuffin qui contrôle la Terre, ils doivent l'envoyer dans un satellite, donc ils font décoller un missile, enfin une navette, pour foutre un satellite en orbite, et en même temps ils sont dans une espèce de train blindé version camion qui traverse la ville avec le MacGuffin dedans pour tout contrôler, et la fille qui sert à être la clé avec son ADN pour ouvrir le bazar. Et donc là l'équipe de Dom se dit bon, on est obligé de se séparer. Ah, c'est génial. Il y a un Woody et un Buzz qui sont accrochés. C'est génial. Buzz, Woody, Buzz, Woody. Franchement, bravo monsieur. Vous avez égayé notre journée. Reprenons sans transition. Bon, désolé, je devais absolument vous montrer ça, donc nous revoilà. Ouais, donc n'oubliez pas, si vous cherchez après un transporteur, donc c'est flcartransport.fr, flcartransport@gmail.com. Tout à fait, voilà la petite pub. Bien gratos. Donc voilà, il lance une navette, il y a le train roulant blindé camionnesque avec le MacGuffin dedans qui contrôle tout. Et donc Dom dit il va falloir qu'on se sépare en deux équipes. Il y en a qui vont devoir aller dans l'espace pour péter le satellite. Oui. Et là évidemment t'as Tyrese qui dit pardon, aller dans l'espace, non mais vous êtes malade. Sachant que Tyrese c'est un peu le rôle du mec qui a conscience à quel point Fast and Furious est devenu ridicule. Parce qu'au début du film, il y a un moment où il s'arrête, il dit vous vous rendez compte tout ce qu'on a fait quand même là depuis quelques années, et on n'a rien quoi, on n'est pas mort déjà. Il dit mais j'ai même pas une cicatrice pour prouver ce qu'on a fait. Il dit et l'autre dit bah ouais c'est vrai putain, tout ce qu'on a fait, il dit personne ne nous croit, on n'est même pas blessé, on n'a jamais rien. Et là l'autre dit qu'est-ce que t'es en train de dire quoi, qu'on est invincible? Il dit bah ouais peut-être. Et Tej finit par se foutre de sa gueule en disant non mais c'est surtout que t'es un gros débile. Il passe à autre chose, mais je pense que c'est le moment pour le réalisateur quand même de dire ok, même nous on a conscience que c'est vraiment abusé ce qu'on vous montre, donc on le fait dire à un des personnages en mode lui il a conscience que c'est abusé. Et donc à la fin du film évidemment voilà, ils ont une Pontiac Fiero avec une roquette scotchée au cul littéralement, Préparé par Sean et son pote. Et donc là, il y a un moment quand même où ils sont un peu réalistes parce qu'il dit mais attends, comment on va dans l'espace? Et l'autre il fait si Virgin Galactic ils l'ont déjà fait, tu prends 2 avions et hop là c'est parti. Donc ils attachent la Fiero à un énorme AC-130 piloté par Sean. Ils partent dans l'espace et donc ils sont en basse altitude, hein. Ils sont en orbite basse, ils sont pas à la Lune, tu vois. Mais ils sont donc à la hauteur des satellites et ils doivent pirater le satellite. Pendant que l'autre équipe au sol, avec la super Dodge Charger qui a le moteur derrière, qui au final est génial, mais il ne l'explique pas à la bagnole, c'est-à-dire qu'il l'a instantanément à Londres, après il la récupère à Tbilissi quand c'est la deuxième partie de la baston. Cette voiture elle est incroyable, mais
il n'y a pas un moment de reveal de la bagnole, genre tu vois, il aurait fallu une scène avec soit le mec qui lui a fabriqué, qui lui explique, qui lui dit mec je t'ai mis 700 chevaux, moteur arrière L4 et tout, tu vois, vraiment une pub pour Dodge, et puis un truc qui fasse que tu t'attaches à la bagnole en disant ouais elle est stylée. Alors que là au final il t'explique rien, tu vois que le moteur est derrière si t'es un peu observateur, et si t'as vu et lu tous les articles qu'il y a eu dessus dans la presse internet, mais elle n'est pas du tout mise en avant la voiture, et esthétiquement elle est belle, mais elle n'a pas non plus un truc vraiment pour elle, tu vois. La Ice Charger elle avait les ailes élargies, le cul là, la Off-Road Charger il n'y a rien à dire, la Charger normale on la connaît, mais là elle est élargie, mais ouais c'est sobre comme tu dis, mais c'est presque trop timoré. Il y a aussi des aimants dedans comme dans toutes les autres bagnoles, donc la fin c'est juste un jeu d'aimants, hein. Tout le monde a des aimants et bam bam on aimante des trucs, on essaye de péter le camion avec des aimants, et ils finissent par aimanter avec le frère de Dom qui se fait trahir par le méchant pendant qu'il est dans le camion, et qui du coup se range du côté de Dom, mais d'un revers de la main au quoi. Dernier moment, c'est d'une scène à l'autre, sachant qu'il n'est pas au courant que Dom entre temps a appris, parce qu'on se dit ouais, enfin les scénaristes se sont dit il faut quand même donner une raison à Dom de plus en vouloir à son frère, donc ils ont expliqué que le père de Dom a des problèmes d'argent et que c'est le père de Dom qui a demandé à son fils Jacob de lui trifouiller la bagnole pour qu'elle perde, pour pas qu'il gagne la course. C'est-à-dire que le mec il aurait pu juste arrêter d'accélérer, non, fallait vraiment trifouiller la caisse pour qu'elle marche moins bien, et à cause de ça il est mort. Donc Dom apprend ça et se dit ok bon mon frère c'est pas tant un gros bâtard que ça finalement, mais le frère il sait pas ça, et le frère donc se fait trahir par les autres et il décide d'aider Dom au dernier moment quoi, alors qu'il lui en voulait à mort depuis 30 ans. Il monte dans la Supra de Han et bam, il colle les aimants à l'avant du train blindé, ce qui fait qu'en freinant l'avant, ils font basculer le truc, ce qui est complètement impossible, parce que pour ça, il faudrait qu'il soit arrêté net d'un coup, et même en l'arrêtant net d'un coup, t'as tellement de poids sur l'arrière que tu fais pas ça. La physique Fast and Furious. Ah mais j'ai bien aimé parce qu'il y a une réplique dans le film, je sais plus à quel moment, où c'est Edge qui dit à Roman, comment il s'appelle dans le film, je sais pas. Roman. Ouais, Roman, voilà. Lui dit écoute, si la physique est exacte, la loi de la physique est exacte, on va réussir, ça doit marcher. Ouais, c'est un petit peu. Et l'autre lui dit clairement que la physique, en gros, elle fonctionne pas trop, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc bref, il pète ça. Pendant ce temps-là, t'as les deux autres qui sont dans l'espace avec leurs costumes, qui sont donc pas des costumes de cosmonautes, mais qui sont des costumes de. Enfin, des combinaisons de plongée, mais genre les scaphandriers, quoi, tu vois. Donc en vrai, c'est la meilleure, enfin, c'est la séquence la plus drôle de tout le film, parce que t'as Roman, t'as Iris qui gueule tout le long, qui est pas. Enfin, c'est fou. Ils arrivent dans l'espace, t'as plein de petits papiers de bonbons qui volent, et là t'as Tej qui dit mais t'as mangé combien de bonbons, et l'autre il dit ouais mais j'ai pas arrêté de manger des friandises, je bouffe quand je suis stressé, donc c'est très drôle, les mecs sont dans l'espace et ils voient même pas où ils vont parce qu'il y a du bordel partout. Évidemment le truc pour pirater, qui a encore une histoire d'aimants d'ailleurs, c'est des aimants juste pour péter le satellite, ça ne fonctionne pas. Et donc il décide dans un dernier élan suicidaire de juste en fait accélérer et péter le satellite en passant à travers, sachant qu'il reste 4 secondes pour le faire avant que l'upload soit fini depuis la Terre et que le monde entier soit pourri. Et donc là t'as Tej qui écrase la pédale d'accélérateur, oui dans l'espace, il a un volant, il écrase la pédale d'accélérateur et il met le NOS, il ouvre la bouteille, il met le NOS et bam, et tu les vois au moment où il accélère, ils sont comme ça dans la bagnole. Dans l'espace, ils passent à travers le satellite. Défonce le satellite. Mais ils expliquent que du coup, ils fument le carburant dont ils avaient besoin pour revenir sur Terre. Et donc, à la toute fin du film, parce que tout se termine bien, le frère de Dom, voilà, ils sont copains à nouveau. Dom, d'ailleurs, donne sa voiture à son frère et fait miroir à la scène avec Brian, parce que le frère de Dom rend la bagnole à Dom en disant voilà, je te rends ta caisse, maintenant la terre entière va me pourchasser, il faut que je me tire. Et Dom lui dit une fois on m'a donné une caisse qui est dans les 10, ça a été un second départ, une deuxième chance, je te fais la même, tiens, prends ma bagnole. Et franchement, rien que de le dire là j'ai des frissons, c'est le seul moment du film où j'ai eu presque une larme à l'œil, parce que tu te souviens de Brian, tu penses à Paul Walker, et vraiment ils l'ont bien tourné ce petit passage là avec il tient les clés exactement comme Paul Walker tenait les clés, tu sais, avec la tête de la clé là, ouais. Comme ça, et lui donne. Et donc le frère se barre avec la superchargeur L4, et là on voit les autres qui sont encore bloqués dans l'espace, qui arrivent à la station spatiale internationale avec les mecs de la station qui regardent par le hublot, qui font il y a une Pontiac Fiero dehors, et la meuf qui voit les gars qui arrivent, et les gars font là on arrive en paix, ouvrez-nous, et elle fait mais pourquoi on dirait des mignons les gars, et c'est vrai qu'avec
leur combinaison de plongée, de scaphandrier, on dirait des mignons. En vrai, c'est très... Ah, c'est pour ça qu'on dit on a passé un bon moment quand même, c'était drôle. Et scène de fin, barbecue chez les Toretto, tu vois la maison qui est en reconstruction, puisque bah, du coup ils ont décidé de la refaire après qu'elle ait explosé dans Fast and Furious 7. Et bah, tout le monde est content, gros barbecue et tout, et là ils disent ah mais il manque quelqu'un, faut attendre. Et là tu vois mais ça on l'a vu dans la bande-annonce, donc c'est dommage, t'as la skyline bleue qui arrive avec une grosse musique, tout le monde se dit on va voir Brian, et ben non, bam, ça coupe à ce moment-là. Donc exactement, tu vois pas plus que ce qui t'en montre dans la bande-annonce là-dessus. Et scène post-crédit avec Jason Statham qui est en train de tabasser un mec qui est à l'intérieur d'un sac de frappe, très drôle comme scène d'ailleurs. Et là ça toque à la porte, il va ouvrir la porte et c'est Anne, et là ils se regardent, t'as l'impression qu'ils vont se mettre dessus, ça coupe et à mon avis en fait ils vont me dire qu'ils sont super potes. Donc voilà, Fast and Furious 9 qui nous tease déjà le 10 qui sera. Ils nous ont promis la fin de la saga telle qu'on la connaît. Par contre, tu peux être sûr qu'ils vont faire 12 000 spin-offs, continuer les dessins animés et faire plein de trucs. Par contre, je pense qu'ils sont arrivés vraiment au bout de l'histoire. Déjà là, oui, parce que ça tire trop à il y a plus d'histoire. Rien que le fait de nous mettre un frère qui sort de nulle part, tu peux pas être attaché au personnage, le truc il n'existait pas. Moi j'ai envie de rajouter un truc par rapport à Brian, c'est que il est mort pendant le tournage du 7. Donc le 8, forcément on ne le voit pas. Oui, parce qu'il est à la maison avec il est à la maison avec sa femme. Dans le 9, oui, on voit Mia qui participe aux missions avec l'équipe, la famille. Et on dit ouais, Brian surveille les enfants. Dans quel univers Brian il laisse ses potes galérer dans l'espace tout seul pendant que lui il est à la maison? Voilà, donc en vrai ça tient pas debout, ils auraient juste dû à un moment donné le faire mourir dans le film. Moi je pensais que dans le 7 ils allaient le faire mourir, mais d'une mort digne, tu vois. Et alors comme ils l'ont fait partir dans le 7, ça tenait debout, tu vois, en mode bon bah voilà, maintenant il est père de famille, on le reverra plus. Et dans ce cas-là, ramenez pas sa soeur, enfin sa femme, pardon. Non mais voilà. Fast and Furious, on passe un bon moment, mais vraiment le scénar faut pas y penser. Non. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui dure exactement 42 minutes. On vous dit à très bientôt, nous on continue la route et plein de bisous et abonnez-vous. Salut. Salut.